Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira encore d'un avis lecture, mais comme je vous l'ai dit 1000 fois, j'ai beaucoup de retard sur mes avis lecture sur la chaîne. Donc il est possible que ces vidéos s'enchaînent et que ce soit un petit peu lassant peut-être et j'en suis désolée. Je vais essayer d'intercaler des choses peut-être un peu plus... enfin un peu différentes en tout cas. Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais faire de mon mieux. Le premier livre dont je vous parle, il s'agit de Je viens d'ailleurs de Chador Javan, qui est notamment l'autrice de Comment peut-on être français, qui est un véritable chef-d'œuvre qui a bouleversé ma vie de lectrice. Dans Je viens d'ailleurs, on suit une jeune fille, enfin 20 années de la vie d'une jeune fille en Iran, et ça a été assez difficile, j'ai pas beaucoup fait de recherche, il faut dire, sur la question de savoir si véritablement il s'agissait de la vie de Chador Javan, mais en tout cas, Chador Javan nous présente la vie de cette jeune fille qui est une jeune fille révoltée, qui est vraiment qui se bat et qui se veut libre autant dans la pensée que dans les actes et qui va nous témoigner de la réalité de sa condition de femme en Iran. Elle va nous parler de sa lutte contre le régime qui est mis en place par Khomeini en 1979 et on va suivre ses actes de rébellion, ses petites victoires comme ses grandes défaites et tous les risques qu'elle va prendre pour s'émanciper en fait et pour gagner en autonomie. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à vous parler de ce récit parce qu'il est vraiment, il prend aux tripes, il est vraiment difficile à lire. J'avais déjà eu le problème quand j'avais voulu expliciter mon avis sur comment peut-on être français, parce que ce sont des ouvrages qui me bouleversent en fait, qui me touchent à un point incroyable. Déjà parce que la condition de la femme en Iran n'est pas du tout la même que la condition de la femme en Occident. Je n'hiérarchise absolument pas quoi que ce soit. C'est juste factuel. Il y a pas, je ne débat pas d'un point de vue idéologique sur les différences de conception de ce qu'est la femme ou de traitement des femmes dans le monde. Là, je vous dis juste factuellement, lire Chador Javan, c'est se rendre compte de cette différence et de cette rupture qu'il y a entre le monde occidental et l'Iran, là en l'occurrence, dans les conditions de vie des jeunes femmes. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Moi, ça m'a. Enfin, ces récits, les récits de Chador Javan en général, ça me coupe le souffle et j'en ai les larmes aux yeux. Je suis vraiment révoltée en fait par ce que je lis. Et pourtant, je pense que c'est des ouvrages qui sont nécessaires, qui devraient être mis entre toutes les mains, malgré leur violence extrême. Le truc, c'est que la violence qui est présente dans ces ouvrages, c'est une violence qui décrit la réalité d'actes et de choses que subissent les femmes dans ce pays. Donc je pense que c'est important, voilà, c'est des témoignages importants malgré leur rudesse et leur dureté, tout simplement. Je vous recommande vivement de découvrir Chador Javan parce que je trouve que c'est une femme formidable et je vous conseille de commencer par Comment peut-on être français parce que pour moi, découvrir sa plume, découvrir l'intensité de son amour pour l'écriture en même temps que le combat qu'a été sa vie, c'est important pour moi de commencer par Comment peut-on être français. Mais honnêtement, lancez-vous dans n'importe lequel de ces ouvrages parce que c'est vous en sortirez pas indemne, c'est sûr, mais vous allez complètement repenser énormément de choses. Dans un registre complètement différent, j'ai lu Sade de Daniel Desmarquest, publié chez Seuil. Cet ouvrage, j'en avais entendu parler sur une chaîne YouTube, mais alors je ne sais plus quelle chaîne YouTube, je sais plus si c'est Two Faced by Lizzie ou si c'était sur la chaîne de... je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas je sais que ce livre faisait partie d'une sélection faite par une booktubeuse qui présentait les livres qu'il avait le plus fait pleurer. Et je me l'étais procuré suite à cette vidéo. Il était dans ma palle depuis très longtemps. Et malheureusement, ça l'a pas beaucoup fait avec moi, ce récit-là. Dans cette histoire, on suit donc Sad et Sixty. On sait dès le début du récit qu'il est arrivé quelque chose à Sad, puisque c'est Sixty qui nous raconte l'histoire. Sixty qui vient de passer la nuit avec le garçon qui était très proche de Sad. Et donc ce garçon s'en va au matin et on suit donc Sixty qui va prendre un carnet qui se trouve sur le bureau de ce garçon et commencer à rédiger des pages et des pages et des pages où elle va à la fois parler de Sad, de ce que ressentait Sad, de ce qu'elle vivait au quotidien, mais aussi de ce qu'elle-même pouvait ressentir et encore aussi de leur relation et de la relation que Sad entretenait avec ce garçon. Voilà. Donc on a en gros
trois protagonistes, on va dire, mais Sad n'est jamais présente et le jeune garçon est absent puisqu'il est parti travailler, je crois, enfin peu importe. En tout cas, on est dans la tête de Sixty, donc on est avec les émotions de Sixty, la richesse intérieure de Sixty, et on a l'analyse de Sad uniquement par elle en fait, par son prisme. Ça c'était intéressant, ce parti pris de présenter la psychologie d'un personnage exclusivement par les yeux de notre personnage qui se trouve être sa meilleure amie et la personne certainement la plus investie d'un point de vue émotionnel hors famille avec le personnage de Sad. Mais alors déjà, j'ai pas beaucoup aimé l'écriture. Je sais même pas si c'est une traduction. Je me suis pas renseignée. Mais j'ai pas adhéré à l'écriture déjà. J'ai pas non plus adhéré à la forme. J'ai trouvé que le récit était beaucoup trop long pour une forme comme celle-ci, en fait, qui est presque. Enfin, qui est très anxiogène et qui fait. On manque d'air, en fait, clairement. Ça manque d'air. Et même dans la mise en page, en fait. Ça manque d'air. C'était très difficile à lire, j'ai trouvé. Euh, Déjà parce que ça ne coulait pas, les mots, il y avait très peu de musicalité dans le texte, donc je sais pas si c'est la traduction. Attendez, je vais vous dire. Non, c'est même pas une traduction, donc c'est vraiment la plume qui m'a pas plu. Et je pense que, enfin, en tout cas de ce que j'attendais de ce récit, j'attendais un traitement de la question de la dépression à l'adolescence, et c'est pas ce que j'ai trouvé du tout. Autant j'ai trouvé cette idée de rapport fusionnel entre deux jeunes filles qui ne sont pas vraiment ancrées dans la réalité et qui souffrent vraiment des insuffisances du réel, voilà, typiquement. Mais je n'ai pas trouvé que ça a traité la question de la dépression ni sur le fond ni sur la forme. J'ai pas trouvé ça abouti en fait. Et quelque part, je ne sais même pas si c'était véritablement la volonté de l'auteur. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'en avais entendu. Et donc, j'avais ces attentes-là. Et ces attentes-là n'ont pas été comblées. Donc, j'ai pas passé un très très bon moment. Je comprends le fait qu'on ait pu être touché par le récit, dans le sens où effectivement c'est une histoire très triste avec deux jeunes filles qui sont profondément meurtries, mais voilà, moi ça m'a pas beaucoup touché, ça m'a pas beaucoup plu. J'ai pas beaucoup eu d'empathie pour les personnages quels qu'ils soient, donc c'est un peu un flop pour moi cette lecture. Ensuite, alors là pour le coup c'est une bonne surprise. Alors il y a encore du sable dessus parce que je l'ai lu à la plage, mais Le crime du comte Neville d'Amélie Nothomb. Alors ça faisait, j'allais dire ça faisait un petit moment que j'avais pas lu Amélie Nothomb, mais c'est pas vrai puisque j'ai lu son dernier sur son père. Mais en tout cas celui-ci j'avais entendu des choses assez mitigées et personnellement j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai trouvé que la plume d'Amélie Nothomb était agréable comme d'habitude. C'était très fluide, très facile à lire et il n'y a pas de trop. On est vraiment sur des phrases très simples, très succinctes et fines. Donc c'était agréable. Il y avait un petit côté prétentieux dans le fait de remettre en scène ces grands mythes grecs et ces grandes tragédies, mais en même temps, c'était bien fait, c'était à la fois amusant, subtil. Il y avait un côté gourmand un peu dans ce roman que j'ai beaucoup aimé. En gros, dans cette histoire, on va suivre le comte Neville, dont la fille la plus jeune fugue. Donc, sa plus jeune fille, c'est Sérieuse. Elle s'appelle Sérieuse. Et il va la retrouver chez une voyante qui va lui prédire que lors de la prochaine garden party qu'il va donner dans son château, il y aura un meurtre qui va être commis et qui en sera l'auteur. Donc à partir de là, le comte Neville va changer complètement d'attitude et on va rentrer dans une espèce d'analyse un petit peu des comportements nobles, savoir qu'est-ce qu'un crime noble, etc., etc. Bref, il y a plein de choses en fait qui sont prises ensemble. Et en même temps, on a cette dimension tragique avec notamment les deux autres enfants du comte Neville, qui sont donc Oreste et Electre. Et cette espèce de fil en fait qui voudrait que Sérieuse soit Iphigénie et donc la fille qu'on sacrifie. Bref, et donc il va y avoir toute une interrogation et tout un espèce de cercle en fait qui va être créé autour de cette idée d'infanticide en fait. Et en même temps, parce que la fin était vraiment étonnante, je l'ai trouvée enfin étonnante. Je l'ai trouvée très agréable parce que je m'attendais à cette fin-là, mais en même temps j'étais quand même surprise parce que étant quand même une assez grande lectrice d'Amélie Nothomb, je suis habituée à ce qu'Amélie Nothomb soit
peut-être dans des choses plus tragiques en fait, et là, pas du tout, donc j'ai été surprise, surprise sans être surprise, c'est assez compliqué à expliciter. J'avais entendu dire que ça manquait peut-être un peu de quelques pages, que c'était pas assez abouti, etc., etc. Moi, j'ai pas du tout trouvé, j'ai trouvé que c'était subtil, j'ai trouvé que c'était drôle, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un côté en plus un petit peu moquerie de la littérature classique pour ces grands sacrifices en fait qui sont justifiés par le gain d'une guerre qui finalement ne vise rien d'autre que le fait d'acquérir des territoires supplémentaires ou un sacrifice à un dieu quel qu'il soit. Bref, j'ai trouvé que cette dimension-là, elle était assez amusante et elle avait tout le piquant d'Amélie Nothomb, donc c'était une franche réussite pour moi, ce livre-là. Je l'ai beaucoup aimé et je continuerai la lecture des livres d'Amélie Nothomb, évidemment. Ma lecture suivante, ça a été Les débutants d'Anne Serre. Donc c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Digli lors de son top lecture de l'année 2021. Et ça m'avait beaucoup tenté puisque dans ce livre, enfin bon déjà Digli en parlait divinement bien, donc nécessairement j'ai été tentée par la lecture de cet ouvrage, mais les thématiques étaient assez intéressantes et elles sont surtout assez universelles, et j'ai trouvé que le livre d'ailleurs répondait pas mal aux attentes que j'avais sur ces questions-là. Donc dans cette histoire on va suivre, alors par contre j'ai toujours du mal avec les personnages, hein. On va suivre Anna qui est en couple avec Guillaume depuis 20 ans et qui va rencontrer un homme qui s'appelle Thomas, dont elle va tomber amoureuse. Et donc voilà, on va suivre la complexité un petit peu de cette émergence d'un amour passionnel, viscéral et incontrôlable, indéniable, face à cet amour qui est là, qui est posé depuis 20 ans, qui est stable, qui est fixe, qui apporte satisfaction, confort. Et voilà, en gros, ça va être un petit peu le point de départ. Point de départ qui va mener à des réflexions qui vont être par la suite peut-être beaucoup plus actuelles, je trouve. Mais en tout cas, le point de départ du récit, c'est ce questionnement-là d'Anne qui va se demander ce qu'elle doit faire, en fait, tout simplement. Ce qui était intéressant et très joliment fait, c'était l'aspect vraiment très crédible de ce que vit le personnage d'Anne. On a vraiment cette complexité des émotions et tout le côté paradoxal finalement, le fait d'entretenir dans un premier temps en tout cas un amour pour deux personnes, amour complètement différent, donc c'était très bien fait. On était vraiment en fait dans l'analyse du sentiment amoureux, de toute sa complexité, de toute sa diversité et de la cohabitation possible en fait entre plusieurs formes d'amour envers deux hommes différents en ce qui concerne ce personnage féminin. C'était vraiment bien fait, voilà, je trouve que... En fait, des récits sur ces questionnements-là, j'en avais déjà lu, j'en ai lu quelques-uns, mais c'est souvent en toile de fond du récit. Là, pas du tout. Là, c'est vraiment le premier plan et on est vraiment dans l'introspection puisqu'on est vraiment dans la tête d'Anne qui se pose des questions, qui s'interroge, qui ne sait pas quoi faire, qui est perdue dans ses sentiments. Et ça, c'était beau. Il y avait enfin, je trouve que la première moitié du roman, c'est un véritable tourbillon. On est emporté avec elle et on a envie de la comprendre, on a envie de l'aider, on a envie de savoir ce qu'elle va faire, ce qu'elle pense véritablement, et en même temps on a cette compassion en fait. Ça c'était cool aussi, c'était le fait que très souvent quand on aborde ces questions-là dans la littérature plus classique, on est dans le jugement moral, ici il n'y a pas du tout de jugement moral, donc on est vraiment dans une analyse brute du sentiment amoureux. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'il y a un côté un peu... et je trouve que c'est bien à l'image finalement de ce que voulait faire l'autrice en fait, c'est de mettre en avant toute cette complexité finalement d'entretenir un sentiment amoureux pour deux personnes. C'était ce côté un peu décousu et presque fragmenté de la personnalité et des émotions d'Anne à ce moment-là de sa vie. Donc voilà, tout ça pris ensemble, que ce soit dans le fond ou dans la forme, j'ai trouvé que le récit était très réussi et je suis très contente de l'avoir découvert. On passe de romans dont j'entends pas du tout parler à des romans qu'on voit partout. J'ai lu, alors j'ai écouté plus exactement, le premier tome de La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'ai commencé la série, j'ai terminé la saison 1 de la série que j'avais trouvé vraiment incroyable, mais alors pareil quoi, ventre noué, difficile de respirer, tout ce que vous voulez quoi. Là en termes d'intensité, c'est vraiment 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 difficile. Et ça faisait longtemps que le livre était dans ma palle et je me suis dit ok c'est l'occasion, j'ai regardé la série donc je suis pas complètement paumée, autant me lancer en audio parce qu'au vu de la densité de l'univers, je me serais pas lancée en audio sans avoir vu la série.
J'aurais pas voulu dénaturer ou perdre quelque chose de l'œuvre sous prétexte que j'avais la flemme de lire le livre. Donc là, ça a été une bonne alternative puisque j'avais eu la saison 1 qui structurait déjà ma pensée et qui me donnait un cadre dans lequel recevoir les informations du livre en fait. Et franchement, ça l'a bien fait pour moi, ça a bien marché. Dans La Servante écarlate, si vous ne connaissez pas du tout, on suit Defred, qui est donc une servante, c'est-à-dire qu'elle est au service de familles plus fortunées qui sont en incapacité d'avoir un enfant et elle va être la mère porteuse en fait de la famille, c'est-à-dire qu'elle va avoir des relations sexuelles non consenties avec l'homme de la maison et elle va porter l'enfant, enfant que par la suite elle devra donner ou offrir à la maîtresse de maison. Voilà. Donc on est dans une société totalitaire, une dystopie assez affreuse finalement. J'ai lu un passage sur... alors j'expliciterai après plus en détail, mais j'ai lu une interview de Margaret Atwood qui disait qu'en fait on disait de La Servante écarlate que c'était la dystopie féministe par excellence, pardon. Mais elle stipulait que même s'il y avait effectivement un engagement pour la condition de la femme dans ce récit, il était indéniable que les hommes souffraient aussi en fait dans cette société de Gilead où en fait tous les hommes ne sont pas au pouvoir pour autant. Il y a toujours une forme de discrimination qui existe d'un point de vue sociétal, enfin de classe sociale plutôt. Donc on n'est pas dans une dystopie purement féministe, même si effectivement la dimension féministe est mise en avant de par le fait que nous on suit Defred qui est la servante dans une maison, donc c'est vraiment la femme soumise à tout un tas de codes. J'espère que j'ai été assez claire. Mais en gros, donc, les servantes écarlates, ce sont des femmes qui sont formées par des tantes, donc par d'autres femmes, qui les forment à partir dans ces maisons et à recevoir l'enfant de ces familles. Donc elles vont être beaucoup formées par exemple sur des versets entiers de la Bible. En fait, l'idée de la Servante écarlate repose sur... L'histoire de la Servante écarlate, ça repose sur l'histoire de Jacob et Rachel. Donc vous avez Jacob qui veut un fils, Rachel qui ne peut pas en avoir et qui dit cette phrase dans la Bible de... euh, en fait, ma servante le portera pour moi et l'enfant naîtra sur mes genoux. Bon, ben, en fait, la servante écarlate, c'est prendre au pied de la lettre ce passage de la Bible et l'appliquer dans une société totalitaire. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Bref, je pense que de toute façon, l'histoire de la Servante écarlate, vous la connaissez tous à peu près. Je pense que mon avis va se ranger aux côtés des très nombreux avis positifs qui existent sur ce livre comme sur la série. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture, malgré une fois de plus sa dureté. Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait. C'est vraiment un récit très dur. Et je lirai la suite parce que je ne le savais pas, mais je crois que c'est Les Châtiments, le tome 2. Et de ce que j'ai compris, les deux tomes couvrent la saison 1 de La Servante écarlate. Donc, j'ai l'impression que je vous ai très très mal parlé de ce livre. J'espère quand même vous avoir donné envie de le lire parce que c'est vraiment une très très bonne lecture, mais je manque peut-être d'éloquence pour vous faire part de mon enthousiasme et de mon engouement suite à cette lecture. Un ouvrage sur lequel j'ai été un peu plus mitigée, toujours une lecture audio, il s'agit de Vox de Christina Delcher. Donc là on est encore une fois dans une dystopie dans laquelle les femmes ne peuvent prononcer que 100 ou 200 mots par jour, 100 mots par jour. Et donc le personnage qu'on suit nous c'est Jean McKellan qui est docteur en neurosciences et qui va se voir comme toutes les femmes réduite au silence presque absolu qui ne pourra plus pratiquer sa profession et qui ne pourra rien faire d'autre que de rester à la maison, s'occuper de ses enfants. Sauf que va se passer un événement assez surprenant qui va faire que le gouvernement va avoir besoin d'elle puisque le frère du président va avoir un accident cérébral et elle est la seule à pouvoir le soigner. Donc elle va reprendre ses fonctions et du service avec une équipe de médecins qu'elle va choisir et, elle va également retrouver donc l'usage de la parole. Il y a vraiment toute une interrogation et une philosophie autour du langage parce qu'en fait cette femme elle a 4 enfants, 3 garçons, une fille et en fait on va voir la complexité
la complexité de la communication avec sa fille finalement, à qui elle peut parler ou voire pas parler, c'est très compliqué. Et donc on a à la fois cette question-là de l'amour de la mère qui veut préserver sa fille, et en même temps la femme qui se veut indépendante, qui veut dépasser tout ça. En même temps, elle est face à la crise d'adolescence d'un de ces garçons qui se manifeste par une violence. Je saurais pas trop dire ce qu'il a pas fait avec moi. Je pense que l'histoire m'a pas trop convaincue. J'ai pas... Pourtant, au début, j'étais vraiment prise dedans. J'ai beaucoup aimé le fait que l'autrice prenne le temps de poser son univers, de nous expliquer ce qui se passe, de nous expliquer aussi tout le côté politique et juridique qu'il y avait derrière la mise en place de ce système de bracelet en fait qui contrôle la parole des femmes. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Déjà, j'ai pas beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, j'ai pas été prise du tout dans la forme du récit, on va dire. Et ensuite, il y a eu tout l'aspect presque roman d'espionnage ou de. Ouais, roman d'espionnage, je pense que c'est le mot qui m'a pas trop séduite. Donc en fait, j'ai trouvé que le propos de base était rapidement relégué au second plan, alors que c'était la seule chose qui m'intéressait dans le récit. Donc voilà, j'ai pas été conquise à 100%. J'ai pas eu beaucoup d'empathie non plus pour le personnage principal, ce qui est surprenant parce que quand je vous raconte le résumé, je pense qu'on peut difficilement imaginer autre chose que de la compassion envers cette femme. Mais voilà, c'était pas. Je sais pas, la psychologie des personnages, la façon dont ils étaient amenés, les enjeux des événements qu'ils étaient en train de vivre, tout ça, ça m'a pas aidé à faire preuve d'empathie en fait, voilà, tout simplement. Donc je suis restée un peu extérieure à ma lecture, malheureusement. Je l'ai, ceci dit, écoutée très très rapidement. Mais voilà, c'était pas une grande révélation. Je suis contente de le sortir de ma palle parce qu'il était également dans ma palle depuis très longtemps. Mais voilà, c'est pas le coup de cœur attendu. Et enfin, le dernier livre dont je vous parle, il s'agit d'À la place du cœur d'Arnaud Catherine, donc le tome 1. Et on va donc être pendant 6 jours dans la vie de Com, mais c'est 6 jours très particuliers puisque ce sont les 6 jours de janvier 2015 qui suivent l'attentat de Charlie Hebdo. Com, il a un grand frère qui est journaliste à Paris, enfin qui est stagiaire dans un journal à Paris, et au moment des faits, donc qui est souvent sur le terrain et pour qui il s'inquiète énormément. Et dans ce même temps, Com va développer une relation amoureuse avec une jeune fille dont il est pris depuis un certain temps déjà. Et ce récit, ça va être ça, la complexité des émotions qui cohabitent dans un moment absolument tragique. Et comment Com parvient à composer avec la complexité de ces émotions qui se superposent et qui pourtant ne semblent pas s'entacher l'une l'autre. Arnaud Catherine, il excelle dans le domaine de la description et de l'explicitation des sentiments des adolescents. Je le trouve vraiment brillant sur ces questions-là. Il était déjà très... Ça vient avant, mais moi, dans mon ordre de lecture, j'avais déjà trouvé que roman, c'était particulièrement poignant de ce côté-là. C'était vraiment très réaliste. Les nouvelles vagues, ça a été un sublime coup de cœur pour moi. Vraiment, description des sentiments adolescents sublime, vraiment sublime. Et en fait, quand on lit à la place du cœur, on comprend d'où vient Arnaud Catherine dans le sens où, franchement, c'est... J'ai trouvé que c'était peut-être moins précis que les nouvelles vagues ou que Romance, mais c'est vraiment l'esquisse de tout ce qui fait la force de l'écriture d'Arnaud Catherine. C'est voilà, cette capacité à parler de la subtilité, du mélange d'émotions et des sentiments. Et pourtant, c'est pas une thématique facile parce que choisir d'aborder les attentats Charlie Hebdo dans un roman ado qui en même temps nous parle de la découverte de l'amour et de la sexualité par un jeune homme de 16 ans, c'est pas rien et pourtant c'est très très bien fait. Pareil, je sais qu'il y a eu des avis assez mitigés sur la saga parce qu'il y a. Enfin, la saga, j'aime pas la trilogie puisqu'il y a 3 tomes. Moi personnellement, je lirai la suite avec plaisir et je fais toujours autant confiance à Arnaud Catherine pour décrire, pour parler de l'adolescence avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'intelligence. Et c'est toujours réussi, donc voilà, j'ai aucune raison d'arrêter ma découverte d'Arnaud Catherine. Voilà, je vous ai présenté tout ce qu'il fallait. Je pense que j'ai terminé de vous présenter tous les livres que je devais vous présenter, ce qui est fou, parce que les avis lecture en retard, il y en avait un paquet. Donc, ben voilà, à partir de maintenant, je serai à jour pour vous parler de mes lectures, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez noté certains titres qui vous tentent. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis en commentaire. Je serai ravie d'en discuter avec vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.